Merci. Je vous propose de prendre 15 minutes pour pouvoir faire une question-réponse. On avait pris un petit peu de retard pour le début, donc pour les personnes qui voudraient. Et merci donc à Mme Schmidberger. Des questions? Ah, ça a été peut-être très limpide. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a un micro? Parlez fort peut-être. Responsable de la CRIP de Paris. Et c'est juste pour nous situer un petit peu par rapport à tout ce qui a été dit et extrêmement intéressant, la composition de ce colloque qui est pluridisciplinaire avec les voix de chacun, les médecins ayant parlé du contexte, et donc j'ai trouvé ça vraiment très très riche. Alors j'ai vu sur une des diapos de présentation de la CRIP, j'avais pas remarqué, mais en le voyant comme ça, qui avait 3 mots avec un C, convergence, coordonnée, coopération. Et j'ai envie d'ajouter un 4e C pour complémentarité, et c'est juste ça dont je voudrais parler. Alors, convergence, coordination, coopération, c'est aussi avant, pendant et après. Hein. Avant la convergence, le souci du législateur, c'était que tous les indicateurs, tous les signaux de mauvais traitement confluent en un même endroit et donc puissent s'additionner et constituer là vraiment une alerte. Et ça, les différents intervenants ont bien insisté sur l'association du syndrome de bébé secoué, bien souvent avec d'autres faits de mise en danger d'enfants. Coordination, je vois 2 points. Le premier, c'est la complémentarité, c'est-à-dire que l'intervention de la CRIP, et nous demandons à être copie, hein. Pourquoi ? Parce que nous ne souhaitons pas intervenir à la place d'eux, mais simplement, il y a un temps pour une procédure judiciaire, et dans le même temps, il est important, en temps réel, tout de suite, d'apporter un soutien. Les enfants, heureusement, beaucoup restent dans leur famille, et donc d'apporter un soutien pour l'enfant, pour la fratrie. Et donc ce soutien, ça va être quoi ? Ça va être l'intervention de la PMI. Ça va être un soutien complètement, à part des mesures banalisées, alléger la charge quotidienne de la famille, proposer une place en crèche, en halte garderie, faire intervenir une technicienne d'intervention sociale et familiale au sein de la famille qui va là encore décharger d'un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment tout à fait en complémentarité. Et c'est pas parce qu'il faut reconnaître l'enfant en tant que victime du syndrome de bébé secoué et que c'est important d'ouvrir le volet pénal, mais parallèlement, il y a aussi un volet d'aide et de soutien. Et si on demande, si nous, on a un rôle à jouer, c'est pour ne pas oublier justement d'ouvrir un petit peu tous les volets à la fois dans leur complémentarité. Donc, un point aussi, j'ai trouvé extrêmement intéressant le terme de handicap invisible. Et donc ça, c'est aussi un des rôles qu'on peut jouer à la CRIP, c'est de donner une traçabilité dans le suivi pour un enfant, dans la durée. C'est-à-dire que le droit de cet enfant à avoir un traitement approprié à ce qu'il a vécu et qu'on ne découvre pas sur un enfant qui n'est a priori comme ça au début qui va bien, mais qui va développer des troubles cognitifs à un temps ultérieur et que donc il y ait bien ce suivi qui va être assuré par la transmission entre médecins de PMI, médecins de santé scolaire, etc. Et enfin, voilà, c'était tout. Je voulais dire, le dernier point, c'était la coopération, le dernier C. Et la coopération, c'est vraiment le soutien qu'on peut apporter en quotidien à la famille. Et je pense que c'est vraiment une des situations, ce syndrome du bébé secoué, qui sont multifactorielles et qui appellent des réponses complémentaires et multiples. Merci pour ce complément. Est-ce que d'autres personnes voulaient poser une question ou apporter un complément d'information ? Eh bien, je vous remercie. J'ai une question. Pardon. Voilà. Je suis le docteur Quadrilla, je suis médecin de PMI à Paris, dans le 20e arrondissement. Et j'ai une question. Quelle est, quand l'auteur est identifié, qu'est-ce qu'ils encourent en fait ? Parce que ça n'avait pas été précisé
sur le plan pénal? Alors la qualification, pardon, je me rapproche un peu Merci. trop du micro, la qualification juridique change. Alors on peut avoir des qualifications criminelles. Quand le résultat du secouement est la mort du bébé, on est sur des coups mortels. C'est, sauf erreur de ma part, 30 ans de réclusion criminelle qui est encourue au regard de la loi. C'est pas nécessairement ce qui est prononcé par la cour d'assises. On peut avoir une autre qualification criminelle, c'est lorsque les violences ont provoqué une mutilation ou une infirmité permanente. Normalement, c'est un délit, mais comme ces violences sont commises sur un mineur de moins de 15 ans et par une personne ayant autorité, que ce soit le parent ou la nourrice, ça devient une qualification criminelle. Et là, je crois que ce sont 20 ans de réclusion criminelle qui sont encourus. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement ce qui est prononcé par la cour d'assises. Je n'ai pas suffisamment d'expérience pour vous donner des exemples de jurisprudence en la matière. J'ai juste eu écho par mon ancienne procureure de la République qui évoquait un procès d'assises où l'avocat général, c'est-à-dire le représentant du procureur de la République dans la cour d'assises, a eu toutes les difficultés possibles et imaginables, il y a une dizaine d'années de ça, pour démontrer que c'était bien un acte de violence, en fait. Parce que Maître Schmitz-Berger évoquait cette complaisance un peu trop facile. Et cet avocat général s'est battu pour avoir une condamnation, et je crois qu'il a utilisé un bébé en poupée, et a secoué cette poupée pour démontrer au jury populaire et même aux magistrats professionnels, parce que tous ne sont pas sensibilisés, que c'était bien une violence et gravissime en soi. C'est le seul détail qui m'a été donné sur ce procès d'assises. Je ne sais pas ce qui a été prononcé et la jurisprudence peut varier d'une cour d'assises à l'autre. Et après, on a des qualifications un peu moindres, simplement délictuelles, lorsque le secouement entraîne une incapacité totale de travail assez temporaire. Et là, s'il y a une personne identifiée et poursuivie devant le tribunal correctionnel et non plus la cour d'assises, je sais que de façon générale, c'est une peine d'emprisonnement intégralement assortie du sursis simple, c'est-à-dire une peine qui ne sera pas ramenée à l'exécution et on n'aura pas un auteur derrière les barreaux. Alors, il y a un autre aspect, parce qu'il y a quand même le docteur Chabrol qui évoquait la prison. C'est vrai que lorsqu'on a une enquête pénale avec des soupçons qui sont clairement posés sur une des personnes et que pour les nécessités de l'enquête à suivre, pour éviter la disparition des preuves, des tas d'autres éléments, avant même le prononcé d'une culpabilité, la déclaration de culpabilité, on peut avoir ce qu'on appelle la détention provisoire, c'est-à-dire une personne qui est mise derrière les barreaux pour permettre au juge d'instruction de mener sereinement son enquête. Donc on peut avoir cet épisode de prison avant même que l'individu mis en cause soit effectivement déclaré coupable des faits de violence ou de faits qualifiés de façon criminelle. Les pénalités encourues sont extrêmement lourdes, qu'on soit en matière criminelle ou délictuelle, parce qu'il y a encore ces deux circonstances aggravantes. Un enfant de moins de 15 ans et une personne ayant autorité qui a eu un comportement, pour le moins, et je parle avec beaucoup de modération, inadapté. Voilà. Je pense que le vrai levier, c'est l'assistance éducative et la protection de ce mineur. Et après, l'autre levier, c'est de bien caractériser l'infraction comme ça a été indiqué pour que le mineur soit reconnu comme victime et puisse bénéficier d'une indemnisation. La sanction en tant que telle, c'est autre chose. L'intérêt de ce colloque, c'est bien de voir qu'il faut protéger les intérêts de ce mineur. Après, la sanction, il y a un phénomène peut-être d'exemplarité. Il faut que l'information passe. Voilà. Voilà, 15 minutes de questions-réponses. Non, c'est ce que je me permets. Marion Pierre, je suis pédiatre légiste à Rennes. Je me permettais juste de compléter votre propos. C'est que nous, on a réalisé à Rennes une étude sur le traitement judiciaire des cas de bébés secoués. C'est une étude rétrospective sur 10 ans. Il y avait 34 inclus. Enfin, on a fait sur le ressort du 35, donc c'était TJ de Rennes et Saint-Malo. Et en fait, il y avait 6 auteurs qui étaient condamnés parce qu'ils avaient tous avoué, tout ou partie des faits, mais ils avaient tous avoué. Et en fait, c'était tous des peines délictuelles avec sursis, 14 mois en moyenne. Et un qui avait en effet eu une détention provisoire, mais sinon, c'était pas des peines de prison ferme. Et je voulais juste vous remercier d'avoir vraiment bien, dans votre propos qui était très clair, d'avoir fait préciser la différence entre finalement la volonté et l'intention. Parce que justement, dans cette étude-là, j'ai dû lire, parce que j'ai accès au dossier judiciaire des expertises, où c'était écrit noir sur blanc qu'il s'agissait plutôt d'un geste maladroit, sachant qu'en plus la maladresse, en termes juridiques, c'est quelque chose de précis. Donc on ne pouvait pas vraiment dire que... En fait, l'expert pédiatre se prononçait sur l'intention derrière le geste, et c'est un peu dommage. Et donc dans cette étude-là, il y avait 2 enfants qui avaient bénéficié d'indemnisation par la voie civile. Il y en avait 2 par la CIVI, c'est tout seulement. Et moi, j'ai une question qui vraiment me taraude, c'est que
quand bien même une certaine ignorance sur la procédure concernant la CIVI, etc., ce que je ne comprends pas, et ça je ne sais pas parce que je suis que médecin et pas magistrat, ou avocat, mais qu'est-ce qui fait que, sachant que potentiellement les enfants, les auteurs sont potentiellement les parents, donc ne sont pas à même de représenter le mieux l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce qui fait qu'on ne désigne pas sans même se poser de questions, un peu finalement comme dans les violences sexuelles intrafamiliales où la nomination d'un administrateur ad hoc est obligatoire. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se pose pas la question en disant je réfléchis pas, les parents peuvent être potentiellement impliqués, donc administrateur ad hoc, et donc du coup cet administrateur serait plus à même d'ouvrir des procédures auprès de la CIVI, quoi. Mais pas, tout simplement, excusez-moi, je peux répondre. Tout simplement parce que si les parents ne sont pas l'auteur, vous imaginez ce qu'ils peuvent subir comme traumatisme, qu'on leur enlève leur enfant, alors qu'ils souffrent déjà terriblement de ce qui leur arrive, de ce qui arrive à cet enfant-là. On va leur enlever l'enfant, c'est une suspicion à leur égard. C'est ce qui fait que je n'approuve pas. Moi, je serais pour désigner systématiquement un administrateur ad hoc. Mais cela étant, c'est ce qui fait que il y a une hésitation pour répondre à votre question. D'accord, parce que moi je pensais que c'était plus vu comme aussi une aide, c'est-à-dire que les parents sont pas forcément ont pas à connaître toutes les procédures. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est plus une aide pour vous. Enfin, moi je pensais pas que c'était présenté comme ça. Je pense que c'est comme cela qu'il faudrait le présenter. Je suis ravie que vous le disiez parce que c'est tout à fait ce que moi je soutiens. C'est que systématiquement dans ces situations-là, ça provoque un tel choc familial, les interrogations, etc. Ça devrait être systématique et à ce moment-là, je crois que ce serait même mieux vécu par tout le monde. Comme le signalement. Quand on signale, moi je dis toujours, c'est pas, j'accuse personne, c'est dans l'intérêt de votre enfant. Et, signaler n'est pas jugé. D'accord, mais c'est un élément de réponse. Merci. En tout cas, ce que je peux dire à propos de l'administrateur ad hoc, c'est qu'à l'occasion des entretiens d'Aix, il y a 3 ans, 4 ans, on avait fait une étude sur les 20 derniers enfants qui avaient été hospitalisés dans le service pour syndrome du bébé secoué, et je crois qu'il n'y avait aucun administrateur ad hoc nommé, désigné. Enfin, je ne sais pas si on dit nommé ou désigné, mais il n'y en avait aucun. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faudrait vraiment désigner un administrateur ad hoc. Alors sinon, je pense qu'on va un peu clore cette journée. Donc, je voulais, en fait, il y a des choses. Moi, il faut vraiment retenir que le geste est extrêmement violent. Hein, donc, c'est pas un geste anodin, volontaire, ça c'est sûr. Hein, donc, il faut avoir bien ça en tête. Puis, vous avez vu que tous, on doit jouer un rôle. Et alors, tout d'abord, on doit augmenter notre degré de vigilance quant à des signes, des ecchymoses, des fractures. Quand aussi, par exemple, dans le cas d'une PMI, vous constatez qu'une famille est vraiment en difficulté, une maman n'en peut plus ou des parents n'en peuvent plus, il faut faire vraiment attention et aider avant qu'il soit trop tard. Donc, augmenter le degré de vigilance, penser au syndrome du bébé secoué, mesurer le périmètre crânien et le mettre sur le carnet de santé. Et puis après, donc, et ne pas hésiter s'il y a la moindre idée de syndrome du bébé secoué, faire hospitaliser l'enfant, faire le bilan. Là, vous avez vu l'importance du scanner dans première intention, l'importance de l'hématome sous-dural dans le diagnostic, et vous avez vu que dès lors que l'histoire est changeante ou absente ou incompatible et qu'il y a cet hématome sous-dural, c'est un signalement. On pourrait peut-être rajouter ces désignations d'administrateurs ad hoc. Et après, il faut ne pas oublier que l'enfant secoué, c'est aussi un enfant traumatisé crânien, donc il faut le traiter comme tel pour qu'il n'ait pas des lésions, en plus un surhandicap dû à une mauvaise prise en charge, enfin peut-être pas mauvaise, mais une prise en charge thérapeutique inadaptée. Et enfin, l'enfant, c'est une victime d'une infraction pénale. Et là, vous avez vu tous les énormes progrès qu'on doit faire compte tenu des chiffres qui ont été donnés. Voilà, donc, et juste pour répondre à votre question, on voudrait la datation. Mais le problème, c'est que on vous a dit que la datation par l'imagerie, elle ne peut être qu'imprécisée. Comme a dit Catherine Adamsbaum, le radiologue, ils peuvent simplement vous dire s'il y a eu s'il y a eu au moins 2 épisodes. Bon. Et pour la datation clinique, mon expérience, c'est que ce qui est très important, c'est de faire une véritable enquête sur les derniers jours, les dernières heures de l'enfant.
et jusqu'à quel moment l'enfant a été bien, à partir de quel moment il a perdu ses compétences. Et ça, c'est nous les médecins, quand on reçoit les enfants, c'est pas on a juste, enfin on a le rapport du SAMU, ce qu'on nous dit, on a ce que disent les parents, mais je pense que là justement il y a vraiment l'appel au 18, l'appel au 15, et puis les auditions des adultes susceptibles d'avoir secoué, c'est vraiment très très important, parce que je pense que c'est de la confrontation de tout ça qu'on voit jusqu'à quand l'enfant était bien et qui est donc susceptible d'être, enfin à quel moment plutôt le secouement a eu lieu, et donc on en déduit qui peut être l'auteur. Donc je pense que il y a vraiment ça, c'est nous, enfin à l'hôpital, aux urgences, c'est pas quelque chose qu'on peut faire nous. Et puis voilà. C'est par rapport à la non-rupture de continuité dans la prise en charge. Ça m'a vraiment frappé aussi au cours de cette journée, parce que on est des multiprofessionnels avec chacun nos casquettes, et vraiment, pour vous avoir mis 4 vignettes cliniques, mais il y en a d'autres, je suis très étonnée, effectivement, parce que, comme disait le docteur Touré, il y a une rupture de continuité dans la prise en charge, alors que ce sont des enfants qui ont eu un traumatisme crânien, et que si ça avait été un accident ou un problème de cet ordre-là, ils auraient eu un suivi régulier. Dans le cas du bébé secoué, c'est vrai qu'il y a un arrêt. Donc, rupture de chaque professionnel doit penser à porter, pas le diagnostic peut-être, mais veiller à ce qu'il y ait un soin continu. Voilà. En tant que médecin de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on peut terminer cette journée. Je vous remercie tous pour votre présence et votre attention. Bon, bonne fin de journée.